I have a dream. Paris outragé, It is an idea Paris brisé, for which I hope Paris martyrisé. to live. Mais Paris, It is an idea I have a dream. for which I am prepared libéré. to die. Radio Paris est allemand. Radio Paris ment. Radio Paris ment. Radio Paris est allemand. Bonjour. L'objet de cette première séance est donc de démontrer qu'en sciences humaines, rien ne va sans dire. Parce que connaître le monde, le comprendre, ce qui est la mission, l'objet, la raison d'être des sciences humaines, c'est d'abord de mettre en mots, en discours, en ordre du discours, pour dire le monde. Or, dire n'est pas parler. Les deux ont en commun l'oral, sans doute, mais dire peut se faire aussi par écrit. Surtout, alors que parler est l'expression d'une liberté, l'utilisation d'une capacité, d'une compétence progressivement construite par imprégnation, par imitation, en douceur. Dire est toujours l'expression d'un ensemble de règles et de contraintes, d'injonctions de mise en ordre. Un ordre pensé, choisi, parce qu'à notre image, le monde auquel nous appartenons et dont nous sommes l'une des expressions est vivant. Dans son impatience de vivre, il nous ressemble, fait tout mal, trop vite, crée en permanence, comme nous, plus de désordre que d'ordre. Et c'est comme ça qu'on le vit, comme ça qu'on le perçoit dans son désordre. Sauf que, pour le comprendre, pour l'expliquer, pour s'y retrouver, il faut de temps en temps y mettre un peu d'ordre. Or, votre erreur, souvent, c'est que vous écrivez comme vous parlez. En apparence en liberté, mais pas si en liberté que ça. Sans ordre, souvent, incapable de ranger, d'articuler vos idées, vos connaissances. Au final, par fatigue ou par manque de courage devant cette montagne que représente le travail méthodologique de mise en ordre de tout ce que vous voyez, comprenez, avez appris du monde, vous vous contentez dans l'urgence d'un discours approximatif, à l'ordre approximatif. Pourtant, cette mise en ordre est fondamentale, c'est par là qu'il faut commencer. C'est le cœur de votre travail, parce que d'abord c'est le cœur de votre problème, et ensuite et surtout ce sera le cœur de votre réussite. Mais, pour cœur qu'elle soit, cette mise en ordre doit s'opérer à tous les niveaux, dans toutes les phrases, à toutes les étapes du travail de composition de votre discours, quelle que soit la discipline, quel que soit le sujet qui vous mobilise, car quel que soit le sujet ou la matière, la méthode est la même, qui consiste d'abord, en conscience, à ne rien laisser au hasard du choix des mots, des acteurs, des actions, qui constituent vos phrases. Nous travaillerons dans une séance spécifique sur la construction de la phrase, dans le choix des idées aussi, de leur représentation, de leur exposition, dans le choix des faits qui illustrent ces idées et les articulent dans cette structure clé du discours argumentatif qu'est le paragraphe. Il fera aussi l'objet d'une séance particulière, parce que, comme dans un corps, tout dans le discours doit être articulé, affecté à une place spécifique pour jouer un rôle spécifique, choisi, permettre à l'ensemble de faire sens. Faire sens, c'est une expression en passant qui a un double sens. Le premier sens qui est d'expliquer, faire comprendre. Un deuxième sens qui est d'expliciter dans quelle direction vous souhaitez amener, prendre par la main votre lecteur ou votre auditeur. Parce que s'il y a en apparence plusieurs façons de dire quelque chose, d'énoncer une réalité, dans les faits, il n'y a qu'une façon de dire une chose, aucune façon de dire ne dit la même chose qu'une autre. Mais le mieux, pour bien comprendre, c'est de prendre quelques exemples. Premier exemple, si je dis, première possibilité, l'équipe de France de rugby a vaincu l'Écosse, je ne dis pas la même chose que deuxième possibilité, l'équipe de France de rugby a vaincu l'équipe d'Écosse, ou que, troisième possibilité, l'équipe de France de rugby a vaincu l'Écosse ou l'équipe d'Écosse sur son terrain. Ou encore, si je dis, quatrième possibilité, le 15 de France a vaincu le 15 d'Écosse. Et enfin, cinquième possibilité, l'équipe d'Écosse a perdu contre l'équipe de France de rugby. On peut varier les formulations à l'infini. Dans la première formulation, l'équipe de France de rugby a vaincu l'Écosse, je signifie que l'équipe de France de rugby a, elle toute seule, vaincu toute l'Écosse, ce qui est faux et très exagéré, même si on peut considérer que beaucoup d'Écossais sont passionnés de rugby et que beaucoup ont dû être déçus au point de se sentir eux aussi vaincus avec leur équipe. C'est très imprécis, c'est trop général par rapport à la deuxième formulation. L'équipe de France a vaincu l'équipe d'Écosse, qui est beaucoup plus conforme à la réalité. La troisième formulation, en rajoutant sur son terrain, sous l'apparence d'une simple géolocalisation, renforce en fait le mérite de l'équipe de France, en rajoutant plusieurs niveaux de difficultés induits par cette géolocalisation. Les Écossais sont chez eux, devant leur public, dans des conditions climatiques qu'ils connaissent. La quatrième formulation, le 15 de France a vaincu le 15 d'Écosse, pourtant usuelle, est datée et fausse.
puisqu'aujourd'hui, une équipe nationale de rugby, c'est une quarantaine de joueurs, avec possibilité d'effectuer 8 changements, je crois, de joueurs au cours d'un match. Le 15 de France qui a gagné, donc, a joué à 23, avec toute une équipe qui était une quarantaine de joueurs. Enfin, la 5e formulation, l'équipe d'Écosse a perdu contre l'équipe de France de rugby, réduit le mérite de la France, qui a gagné, parce qu'elle a produit un match de qualité, et engage davantage, finalement, la responsabilité de l'Écosse, qui aurait pu gagner, et qui finalement, si elle a perdu, c'est de sa faute, ce qui minimise, on voit bien, la victoire de la France. Au final, même si ça va sans dire, la victoire de l'une coïncide avec la défaite de l'autre, on voit bien que selon la formulation, on ne dit pas la même chose. On perçoit à travers cet exemple toute la complexité de dire la réalité et combien, pour un même fait, on est en capacité par le discours de produire plusieurs réalités. Juste en se contentant de formulations qui ne cherchent qu'à énoncer les faits bruts sans même chercher à produire des analyses, des idées, des pensées élaborées à partir des faits pour en affiner la compréhension. Et encore moins donner son opinion, laquelle se distingue de l'analyse par la mise en avant, non pas cette fois du contenu de la pensée, mais de soi-même avec une dimension plus ou moins narcissique. Dans l'opinion, c'est le jeu qui compte, plus que le pense, qui valorise davantage l'analyse. Je prendrai 2 exemples, toujours sur ce même exemple de l'équipe de France. Première formulation qui analyse, une deuxième formulation qui donne l'opinion. Donc si j'analyse, je dis l'équipe de France de rugby a confirmé samedi à Murrayfield contre l'équipe d'Écosse la montée en puissance et en assurance de son jeu, en attaque comme en défense. Je dépasse les faits pour introduire une analyse. Si je dis par contre intouchable, l'équipe de France de rugby a écrasé ou laminé chez elle à Murrayfield une équipe d'Écosse déboussolée, j'introduis des éléments de valeur et d'appréciation qui trahissent mon opinion. L'écueil principal, je crois, réside davantage dans les simplifications et les généralisations excessives qui dénaturent toujours le propos quand elles n'inversent pas ce qu'on voulait dire. Prenons un autre exemple d'actualité pour illustrer cet écueil que représente la généralisation, celui de la guerre en Ukraine. Si je dis « il y a la guerre en Ukraine », j'énonce un fait qui a toute l'apparence d'une vérité. La guerre frappe effectivement l'Ukraine, c'est vrai, sauf que l'utilisation du « il y a » transforme la vérité, la guerre qui s'est intruse en Ukraine, en contre-vérité. La faute de l'utilisation de ce « il y a » qui tente à énoncer une situation installée, quasiment une situation de normalité, comme lorsque je dis « il y a la mer » au lieu de la guerre en Ukraine. Elle est là, elle a toujours été là, la mer, effectivement, en tout cas de mémoire d'hommes et de femmes. Elle sera encore toujours là, il faut l'espérer du moins. Or, la guerre est un événement, une rupture, d'autant plus un événement qui fait rupture d'ailleurs qu'on pensait que la guerre avait disparu en Europe. C'est même cette dimension de rupture avec le contexte qui définit l'événement, qui donne à l'événement son statut. Donc il y a ni l'événement guerre en Europe, mais il y a des gens qui ont déclenché la guerre. Pour les Ukrainiens, ce sont les Russes, forcément. Pour le président russe, Vladimir Poutine, ce sont les Ukrainiens. Et si on veut rester neutre, énoncer le fait de guerre en toute neutralité, on évitera donc le terme déclenché, qui est conflictuel, et qui impose de fait à minima une idée, sinon une opinion sur qui a déclenché la guerre, puisque les parties sont en désaccord, même si l'acteur du déclenchement laisse peu de doute, pour préférer une formulation qui va être plus factuelle, du type « les armées russes ont attaqué l'Ukraine ». On comprend déjà par ce deuxième exemple, on y reviendra largement dans une séance spécifique, la différence entre l'expression d'une idée et l'expression d'un fait, et combien la mise en forme du discours pèse sur l'expression de la différence. Mon conseil, pour revenir à l'écueil du « il y a », dont vous êtes friand, c'est d'y renoncer. Parce que, somme toute, il y a peu d'IA en sciences humaines, où on n'étudie ce que produit l'humanité dans sa pratique du vivre en société. Tout est fabriqué, construit, détruit, parfois, donné ou repris, etc., etc. Mieux vaut donc choisir une formulation plus précise qui désigne de façon claire et objective l'action qui crée la rupture, effet événement, et les acteurs à l'origine de cette action, sans les essentialiser. Essentialiser, de quoi s'agit-il ? Je reprends mon exemple de la guerre en Ukraine pour expliquer le sens de ce mot essentialiser et l'importance de ne pas essentialiser. Si je dis « les armées russes ont attaqué l'Ukraine », je ne dis pas la même chose, par exemple, que si j'ai dit « les Russes ont attaqué l'Ukraine ». Quand je dis « les armées russes », je suis beaucoup plus précis que quand je dis « les Russes », parce qu'en disant « les Russes », je perds non seulement au niveau de précision, mais j'introduis par cette imprécision une essentialisation, une généralisation qui dénature et contredit le fait, au point qu'une nouvelle fois, la vérité se mue en contre-vérité. Car tous les Russes n'ont pas attaqué l'Ukraine, la plupart d'entre eux sont chez eux, en Russie, certains inquiets, d'autres en opposition. Les télévisions occidentales montrent d'ailleurs certains de ces opposants, dont il est impossible d'évaluer le nombre, mais qui suffisent en tout cas à interdire de dire les Russes. La règle de prudence qui s'impose à toute composition d'un discours, pour éviter de faire évoluer la vérité d'un fait vers une contre-vérité, comme ici, dans l'exemple qu'on vient de développer, c'est de se garder au maximum d'essentialiser, c'est-à-dire, on l'aura compris, d'impliquer ou de rendre responsable d'un acte, d'un fait ou d'une façon de penser ou de se comporter l'ensemble d'une population, d'une nation ou d'une catégorie déterminée d'une population, d'une nation. Parce que cette démarche d'essentialisation et de généralisation excessive véhicule toujours 3 défauts ou écueils majeurs. Le premier,
on l'a vu, hein, elle transforme souvent une vérité en contre-vérité. Le deuxième écueil, c'est qu'elle crée paradoxalement un particularisme qui lui aussi est erroné. Ici, être russe serait un critère finalement d'opposition à l'Ukraine. Troisièmement, elle laisse une impression aux lecteurs-auditeurs qui reçoivent votre discours d'un manque de maîtrise, non seulement de la connaissance de l'événement, mais aussi et surtout de votre capacité à construire sur lui un discours rigoureux. Voilà pour cette première séance de la langue dans la poche. Nous verrons donc la semaine prochaine comment mettre à plat, mettre à nu toute la dimension conceptuelle de l'énoncé d'un sujet en sciences humaines pour finalement dégager d'énoncés qui peuvent en apparence paraître simples, toute la complexité que portent certains mots, concepts, et pouvoir à partir de cette complexité organiser de façon claire une argumentation pour faire sens et pour démontrer, car le but du discours c'est toujours de démontrer quelque chose sur le monde. Donc à la semaine prochaine pour celles et ceux que ça intéresse dans la langue dans la poche. Merci, au revoir. Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Si je vous parle aussi carrément, excusez-moi, mais ça n'est pas le moment de mâcher les autres mieux. Allons, bonne nuit. Dormez bien, rassemblez vos forces, car l'aube viendra. Brillante pour les bras. Radio Paris est allemand. Radio Paris ment. Radio Paris ment. Radio Paris est allemand.